Bonjour, donc là on va rentrer dans la troisième partie sur l'API TCP Java. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu comment faire un client avec une socket qui se crée. On sait qu'on a juste à faire socket avec le nom de la machine où l'adresse IP, le port, ça se connecte. Après on peut récupérer l'input stream et l'output stream correspondant et écrire et changer de données dessus. Donc maintenant ce qu'on va voir, c'est comment on crée une socket serveur. Et donc là on va avoir deux types d'objets différents. On va avoir les classes serveur socket et la classe socket qu'on a déjà vue. La classe socket, elle va fonctionner comme sur les clients et c'est la classe serveur socket qui va être un peu différent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a une classe qui s'appelle server socket. Donc elle, on lui donne qu'un numéro de port. Donc ça permet de créer une socket qui écoute sur un port et ne sert qu'à attendre les demandes de connexion. Donc évidemment, on est toujours en mode connecté, donc en TCP. Donc là, quand je fais server socket, new server socket.4242, ça crée une socket qui attend des connexions sur le port 42. Donc c'est une socket spéciale. Et justement, qu'est-ce qu'on a dans la classe server socket qui est utile? On a la méthode accept qui permet d'attendre une connexion et qui renvoie une socket qui correspond à la socket sur laquelle on va communiquer avec le client. Donc ici, évidemment, on ne donne pas de machine parce que, comme on sait, le serveur, où est-ce qu'il sait quelle machine il va fonctionner? Sur la machine sur laquelle on l'exécute. Donc on n'a pas besoin de donner un nom de machine à la server socket. Donc c'est pour ça qu'on donne juste un numéro de port. Et donc, comment ça marche le serveur? Donc là, on va faire des serveurs non concurrents pour ce cours. Donc, on crée un objet serveur socket qu'on lie à un port. On attend une demande de connexion avec accept. Quand on a l'accept, on récupère la socket pour la communication. On communique avec le client avec les entrées-sorties, les flux d'entrée-sortie comme on a fait du côté client. Et puis après, on ferme. Et quand on a fini une communication, on revient au point 2. Donc là, on prend qu'un client à la fois. Donc on va faire un programme qui va attendre connexion sur le port 4242, envoyer un message I, attendre un message du client, afficher le message du client et recommencer à attendre une communication. Donc comment on va faire ça? Tous les codes, hein, ce code du serveur et du client associé seront mis en ligne, hein. Donc dans mon main, donc, comme avant, hein, je ne le redis pas, il faut bien cacher les exceptions. Donc là, je crée une serveur socket qui écoute sur le port 4242. Et puis après, je commence la boucle while true, donc, qui est une boucle qui va tout le temps revenir sur un accept. Donc, le première étape de cette boucle, c'est j'attends avec server.accept, je récupère une socket. Là, je fais le buffer reader, je récupère les flux avec les buffer reader et les print writers. J'envoie à mon client, donc je fais un pw.print de I. J'oublie pas de faire le flush pour être sûr que le buffer de mon flux se vide. Et puis après, je dois attendre un message du client. Donc je fais un read line sur le buffer reader associé à ma socket. J'attends le message ici du client. Je l'affiche. Je ferme le buffer reader. Je ferme le print writer. Je ferme la socket. Et je reviens au while true. Donc, donc ce qu'on va voir, c'est que dans un serveur, il y a donc deux types de sockets, hein. Il y a le serveur socket qui sert uniquement à attendre les connexions. Et puis une socket de la classe socket pour la communication acceptée. Et donc là encore, faut pas oublier d'attraper les exceptions et de faire un flush quand on envoie les messages pour être sûr que les buffers des output streams sont bien vidés. Et puis bien entendu, il faut faire attention à bien fermer les sockets, mais il ne faut pas fermer les serveurs sockets, hein, c'est bien les sockets de communication avec les clients qu'il faut fermer. Et donc comment on peut tester notre client? Ben, une façon de faire, c'est on peut faire telnet, donc on fait tourner notre client sur Lulu. On fait telnet Lulu 42. On va recevoir du coup un message de notre serveur qui fait I. Et puis si on tape un message sur telnet suivi de retour chariot, donc de return, le serveur affichera notre message. Donc ça c'est commencé. Vous pouvez tester les clients et les serveurs avec telnet et netcat. Il faut vraiment le faire pour bien comprendre, surtout quand vous avez des bugs, pour bien comprendre où se situe le bug dans la communication. Et du coup, on programme un client pour notre serveur. On va créer une socket, on lui donne le nom de la machine. Donc s'il tourne sur Lulu à l'UFR, on va lui appeler Lulu. Le port c'est 4242 qui commence à parler. Donc rappelez-vous, hein, je vais peut-être pas assez insister là-dessus, mais il faut toujours savoir si c'est le serveur ou le client qui commence à parler et dans quel ordre qui parle. Ok? En mode connecté, on a toujours un protocole qui est bien défini de qui commence à parler, quand est-ce qu'il s'arrête de parler et à chaque tour qui doit parler.
Donc là, on sait que c'est le serveur qui commence à parler, il envoie I, et puis après, le client doit envoyer un message qui se termine par \n, parce que le serveur utilise readline. Donc il attend donc une chaîne de caractères qui se termine par un retour à la ligne. Du coup, mon client, qu'est-ce qu'il peut faire? Il crée une socket, il donne le nom de la machine Lulu4242, il récupère le buffer reader et le print writer, il lit un message readline, il l'affiche, et puis après, il fait un print sur le print writer de hello, il fait son flush pour bien envoyer le message, et puis après, il peut fermer la communication. Donc juste un point, c'est que là, notre serveur, il n'accepte pas plusieurs connexions en même temps. Quand il a fait un accept, il communique avec un client. Il doit attendre d'avoir fini la communication avec ce client avant de pouvoir faire un autre accept. Et donc on verra comment faire des serveurs concurrents. Et il faut faire attention aussi, c'est qu'un client qui commencerait par écrire au serveur et lire ensuite ce que le serveur fait fonctionnerait. Mais ça serait une mauvaise interprétation du protocole parce qu'on pourrait croire que ce serveur répond I au hello du client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je faisais ça, ça marcherait. Mais juste, on aurait un coup de décalage. En fait, là, vous voyez que le client, il commence par envoyer un hello et après il fait un flush, après il fait un readline. Mais en fait, il lit le message que le serveur lui a envoyé avant. Donc, donc ça donne l'illusion que ça marche, mais le vrai ordre du protocole, là, alors que là, on a l'impression que c'est le client qui envoie son premier message, en fait, c'est le serveur qui envoie le premier message. Donc il faut faire attention à ça. Quelquefois, on peut avoir un décalage, on a l'impression que tout marche, mais en fait, on est décalé d'un coup par rapport à ce qui se passe lors de la communication. Et juste un dernier point, vous verrez, je vous mettrai sur les slides. Quand on a une socket, donc ça peut être soit une socket au niveau du client ou du serveur, on peut récupérer différentes informations. Donc on peut récupérer le port local en faisant socket.getLocalPort, le port distant en faisant getPort. On peut récupérer le nom de la machine locale en faisant la socket getLocalAddress. Et là on a getHostname. Et puis la machine distance en faisant getInetAddress et getHostname. Donc vous avez différentes informations dans l'objet socket qui permettent de savoir à quelle machine je suis connecté et à quel port sur ma machine et sur la machine distante. Ok, donc toutes les informations des points de communication de la socket. Donc encore une fois, là aussi, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la doc Java de ces objets, de ces classes. Voilà. Donc ça termine ici la partie courte sur l'API TCP en Java. Donc la prochaine fois, on verra un peu comment on fait la concurrence.